13h à Kaboua, un arrondissement de la commune de Savet. C'est l'heure de la grande édition du journal parlé sur la 102.3. Nous sommes mercredi 6 janvier 2021. Mesdames et messieurs, bonjour, voici le sommaire. Le président de la République, Patrice Talon, entame la deuxième partie de sa tournée nationale demain, jeudi 7 janvier 2021. Vous entendrez l'avis des citoyens au cours de cette messe informative. Le préfet du département du Zou, Firmin Couton, a interdit la consommation de la chicha dans les lieux ouverts au public. L'autorité préfectorale reviendra sur cette mesure prise dans son département dans cette édition. Et puis au Rwanda, face à une deuxième vague de contamination et à une hausse significative des décès, le gouvernement a reconduit mardi 5 janvier 2021 le couvre-feu à 20h pour 2 semaines. Voilà l'essentiel à développer dans cette édition. D'autres sujets vont meubler ce journal. On se retrouve juste après cette courte pause. Aristide Séti. Bienvenue à tous et à toutes et merci d'avoir choisi Diaspora FM pour vous informer. Après la première phase de la tournée nationale de reddition de comptes aux populations qui a pris fin le 12 décembre dernier, le chef de l'État entamera la seconde phase ce jeudi. Patrice Talon sera au contact des populations des 17 communes qui n'avaient pas bénéficié de son passage. Un périple dont l'annonce est déjà appréciée diversement par les acteurs politiques qui s'expriment au micro de Cano François Umbriento. Et il faut concevoir cette tournée du chef de l'État comme une communication à l'endroit de son peuple. Parce qu'en matière de communication, vous avez l'intégrité et la crédibilité de la personne, vous avez la logique de ce qu'il dit, mais vous avez surtout l'émotion qu'il vit et qu'il partage avec ses interlocuteurs. C'est également l'occasion pour lui de rappeler à travers la tournée qu'en réalité, il est le premier des citoyens. Et que escalité, il est juste un primus inter pares. Et que ce qu'il accomplit, il ne l'accomplit pas en tant qu'extraterrestre. Il l'accomplit simplement parce que le peuple et l'ensemble des citoyens béninois lui en ont donné mandat à travers l'acceptation qu'ils ont faite en 2016 de son programme d'action en votant massivement pour lui. Reprendre la tournée, ce n'est pas une surprise, mais tenir une parole qui a été déjà donnée lorsqu'il finissait la première phase, c'est-à-dire les 60 communes qu'il a parcourues avec une délégation aussi sobre. Vous avez vu dans la sobriété depuis 2016 le chef de l'État qui est dans une dynamique. Et vous n'êtes pas sans savoir que l'UDBN, en son sein, a fait un décryptage des 60 communes dont le chef de l'État a parcouru et a trouvé véritablement que c'était une dynamique qui apprend aux concitoyens comment est-ce qu'il faut gérer un pays, comment est-ce qu'il faut aller vers les populations pour répondre aux questions dont elles avaient véritablement envie de poser à leur chef d'État. Et ça a permis également de savoir que l'éducation politique, c'est de rendre compte d'une activité politique qui a été faite. Je trouve cette tournée très bien, appréciée. Et la façon dont lui-même il sort pour aller constater et discuter avec son peuple, c'est la meilleure manière. C'est la meilleure manière. Si, entre-temps, peut-être, dans une localité ou bien dans une commune, ils ont des choses comme doléances, ils vont les énumérer. Et que lui-même, il saura que, je suis en train de passer dans des endroits donnés, mais j'ai eu à entendre telle chose dans telle localité. Et dorénavant, ce que lui-même il va y faire pour corriger, il saura. Donc moi, je trouve son déplacement-là très correct, très louable. Et je ne peux que le féliciter, lui dire bon courage. Merci. Plus rien ne sera comme avant dans toutes les communes du département du Zou. Les consommateurs de la chicha peuvent fumer leurs produits. Mais malheur à eux s'ils se font prendre par la police républicaine. Cette décision du préfet, tant saluée par les populations, est diversement appréciée par une certaine couche. Suivons les avis de quelques citoyens rencontrés à Bomé-Calavi. Je crois que c'est une décision salutaire, mais pour ma foi, je crois qu'il faut aller au-delà de ce stade que je suppose être très administratif.
mais il faut aller bien au-delà. Les enfants qui s'adonnent à la consommation de la chicha, ce n'est pas à la maison, ils trouvent cette chicha-là, ils les achètent quelque part. Donc c'est dit qu'il y a un circuit d'approvisionnement qu'il faut déjà aussi à ce niveau-là essayer de fermer. Donc, du coup, il faut déjà sensibiliser les jeunes sur le bénéfice qu'ils ont à ne plus consommer la chicha, mais également comment est-ce qu'il faut faire pour maintenir cet état. Parce que si on ne fait rien pour appuyer après, une fois, deux fois après, les jeunes vont toujours continuer. Puisque le système d'approvisionnement n'est pas fermé, ils vont s'approvisionner. Mais cette fois-ci, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont continuer à en consommer, mais plus dans les lieux publics. Puisque l'arrêté a été clair. C'est dans les lieux publics que c'est un problème. Mais à la maison, ce n'est pas interdit. Pourtant, en travaillant à montrer les insuffisances qui sont liées à la consommation de la chicha, même à la maison, le jeune s'en priverait d'en consommer. Donc du coup, pour le faire, il est important que les parents et médias, et c'est déjà bien que vous le faites, et parents et médias, et les leaders, les détenteurs d'enjeux, les leaders au niveau communautaire, que ce soit l'imam, le prêtre, le chef quartier, que toutes ces personnes-là se mettent dans la danse pour essayer de, chaque fois que cela est possible, trouver un créneau pour pouvoir discuter de façon convenable avec les jeunes, pour toujours les aider à adopter de nouveaux comportements. Mais non seulement adopter de nouveaux comportements, il faut travailler à pouvoir les maintenir, parce que les bénéfices sont plus grands pour tous et pour chacun. Est-ce qu'il faut attendre seulement qu'un préfet prenne une décision pour lutter contre la chicha? C'est la vraie question. Parce que sur le plan formel, la lutte est avérée. La lutte contre les produits toxiques, la cigarette, la consommation de l'alcool, comme on le fait dans la tapora et consort, la lutte est avérée. Mais par rapport à la repousse, par rapport à la répression, elle est limitée. Elle est limitée en ce sens que déjà nous avons une législation qui interdit cette chose-là, déjà. Donc les gens ne respectent pas. Et le préfet des eaux vient de prendre une décision, comme je l'ai dit, qui est très bonne décision. Est-ce qu'il faut se limiter dans le zoo? Non. Je crois que ça doit être une décision d'État, une décision que tous les préfets doivent prendre, ou à défaut que c'est une décision du gouvernement qui interdit l'utilisation, la consommation, la commercialisation et même le sponsoring de la chicha dans notre pays. Parce que vous savez, même à Cotonou, même dans nos villages électriques, aujourd'hui, pas mimétisme, les gens s'adonnent à ça. Alors que si vous lisez bien l'OMS nous a montré les dangers que constitue la consommation de chicha. Je pense pour moi que c'est une bonne décision. Mais pour qu'elle soit excellente maintenant, il faut que la décision soit prise par le ministre en charge de la santé, le ministre en charge de la sécurité publique, pour qu'on puisse ne plus même envoyer ces trucs-là dans nos pays, parce que ça détruit plus notre jeunesse que ça ne porte de plaisir. C'était à l'instant l'avis de quelques citoyens rencontrés dans la commune d'Abomey-Calavi. Les professionnels des médias également se sont prononcés sur cette décision du préfet du département du Zoo. On les écoute. Je crois que c'est une décision salutaire, mais pour ma foi, je crois qu'il faut aller au-delà de ce stade que je suppose être très administratif, mais il faut aller bien au-delà. Les enfants qui s'adonnent à la consommation de la chicha, ce n'est pas à la maison, ils trouvent cette chicha-là, ils les achètent quelque part. Donc c'est dit qu'il y a un circuit d'approvisionnement qu'il faut déjà aussi à ce niveau-là essayer de fermer. Donc, du coup, il faut déjà sensibiliser les jeunes sur le bénéfice qu'ils ont à ne plus consommer la chicha, mais également comment est-ce qu'il faut faire pour maintenir cet état. Parce que si on ne fait rien pour appuyer après, une fois, deux fois après, les jeunes vont toujours continuer. Puisque le système d'approvisionnement n'est pas fermé, ils vont s'approvisionner. Mais cette fois-ci, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont continuer à en consommer, mais plus dans les lieux publics. Puisque l'arrêté a été clair. C'est dans les lieux publics que c'est un problème. Mais à la maison, ce n'est pas interdit. Pourtant, en travaillant à montrer les insuffisances qui sont liées à la consommation de la chicha, même à la maison, le jeune s'en priverait d'en consommer. Donc du coup, pour le faire, il est important que les parents et médias, et c'est déjà bien que vous le faites, et parents et médias, et les leaders, les détenteurs d'enjeux, les leaders au niveau communautaire, que ce soit l'imam, le prêtre, le chef quartier, que toutes ces personnes-là se mettent dans la danse pour essayer de, chaque fois que cela est possible, trouver un créneau pour pouvoir discuter de façon convenable avec les jeunes, pour toujours les aider à adopter de nouveaux comportements. Mais non seulement adopter de nouveaux comportements, il faut travailler à pouvoir les maintenir, parce que les bénéfices sont plus grands pour tous et pour chacun. Est-ce qu'il faut attendre seulement qu'un préfet prenne une décision pour lutter contre la chicha? C'est la vraie question. Parce que sur le plan formel, la lutte est avérée. La lutte contre les produits toxiques, la cigarette, la consommation de l'alcool, comme on le fait dans la tapora et consort, la lutte est avérée.
Mais par rapport à la réponse, par rapport à la répression, elle est limitée. Elle est limitée en ce sens que déjà nous avons une législation qui interdit cette chose-là, déjà. Donc les gens ne respectent pas. Et le préfet des eaux vient de prendre une décision, comme je l'ai dit, qui est très bonne décision. Est-ce qu'il faut se limiter dans le zoo? Non. Je crois que ça doit être une décision d'État, une décision que tous les préfets doivent prendre, ou à défaut que c'est une décision du gouvernement qui interdit l'utilisation, la consommation, la commercialisation et même le sponsoring de la chicha dans notre pays. Parce que vous savez, même à Cotonou, même dans nos villages les plus reculés aujourd'hui, pas mimétisme, les gens s'adonnent à ça. Alors que si vous lisez bien l'OMS nous a montré les dangers que constitue la consommation de chicha. Je pense pour moi que c'est une bonne décision. Mais pour qu'elle soit excellente maintenant, il faut que la décision soit prise par le ministre en charge de la santé, le ministre en charge de la sécurité publique, pour que on puisse ne plus même envoyer ces trucs-là dans nos pays, parce que ça détruit plus notre jeunesse que ça ne porte de plaisir. Si tout allait bien, on va recevoir le préfet du département du Zou dans cette édition pour nous expliquer un peu cet arrêté ou cette décision qui interdit la consommation de la chicha dans les lieux publics. Cette édition se poursuit. Madame le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yaïla Descamps, était face aux députés ce mardi 5 janvier 2021. Elle répondait à une question orale de l'honorable Sedami Fagla sur le harcèlement sexuel en milieu universitaire. La question a intéressé les députés qui ont voulu savoir ce qui se fait pour arrêter la saignée. Dans ses réponses, la ministre a laissé entendre que le phénomène varie d'une université à une autre. Sur les 4 universités publiques, 3 renferment des harceleurs hors pair. En effet, selon les statistiques du ministère, l'université d'Abomey-Calavi a enregistré 4 cas de harcèlement sexuel. À Parakou, 7 ont été signalés. Pendant ce temps, l'université de sciences technologiques, ingénierie et de mathématiques d'Abomey a connu 3 cas. Seule l'université nationale d'agriculture reste encore un bon élève. Il faut préciser que ce sont les cas dénoncés par les filles victimes. Les autres cas inconnus peuvent faire froid dans le dos. Devant ce tableau sombre, les députés ont suggéré que l'arsenal juridique soit revu afin de sanctionner avec la dernière rigueur les auteurs du harcèlement dans les universités publiques. Au niveau des privés, par exemple, si le cas est avéré, l'enseignant paie automatiquement son job. Mais au niveau des publics, tout est encore ralenti, faisant le lit à la débauche, car le harceleur est déplacé de son poste. Rien ne prouve que de son nouveau poste, il ne peut plus continuer son sport favori. Vivement un nouvel arsenal pour mettre les étudiantes en sécurité, de leur donner le courage de dénoncer leur bourreau qui s'appelle demi-dieu dans ces lieux du savoir. Toujours dans cette même veine, les établissements scolaires publics et privés ont enregistré au total 9 369 cas de grossesse de 2016 à 2020. Le ministre Maouyon Kakbo l'a martelé en réponse aux questions des élus sur le phénomène des grossesses en milieu scolaire. Il a fait le point de l'évolution des statistiques ces 4 dernières années. À en croire le ministre, chaque année, les cas de grossesse étaient en baisse jusqu'en 2020. Où il y a une augmentation drastique. Ainsi, au cours de l'année scolaire 2016-2017, il a été enregistré 3045 grossesses. 2912 filles sont tombées grosses en 2017-2018, puis l'année suivante 1122 et enfin en 2019-2020, le ministère a dénombré 2290 grossesses. Les auteurs de ces grossesses sont entre autres, à en croire le ministre, des élèves, des étudiants, des enseignants, des artisans et beaucoup d'extrascolaires. À ce niveau, le ministre a insisté qu'il n'y a aucun moyen de sanctionner ceux-ci. Les élèves et enseignants auteurs de grossesse subissent déjà des sanctions non seulement administratives mais aussi pénales. Il plaide qu'une loi soit adoptée pour permettre la poursuite des extrascolaires qui entravent la scolarisation des filles. Les députés ont souhaité que le gouvernement uniformise la tenue kaki dans tous les collèges publics et privés afin de freiner le phénomène.
Page santé dans ce journal. Vous connaissez très bien ce mal, la sinusite. Elle peut se guérir via la médecine traditionnelle. Pour en savoir plus, suivez ce reportage signé Cano François Ngbriento. Antoinette est une coiffeuse professionnelle. À 34 ans, elle a déjà souffert durant plusieurs mois de la sinusite qu'elle confondait au rhume. J'avais souvent le nez bouché en croyant que j'étais enrhumée. J'ai donc traité le rhume en vain. Non satisfaite, elle a été finalement à l'hôpital où la sinusite lui a été diagnostiquée. Après un premier traitement et limitée par les moyens, elle a fait recours à la médecine traditionnelle. En intervalle de 3 ou 4 semaines, Antoinette confirme être guérie grâce à un traitement à partir des plantes médicinales. Le tradithérapeute me donnait des produits extraits des plantes. J'en mets dans le coton pour l'inhaler et je consomme d'autres qui sont en poudre. Peu à peu, j'ai commencé par avoir satisfaction, puis la guérison. Comme Antoinette, beaucoup de personnes souffrant de cette affection font recours aux tradithérapeutes comme ce théboriste. Pour lui, une recette grand-mère est bien différente d'un traitement traditionnel. Et si nous prenons par exemple les ail écrasés ou découpés et que la personne inhale, ça l'aide à avoir une satisfaction du moment. Oui, guérison du moment. Donc il est soulagé, il est guéri, mais c'est de façon légère. C'est après ça qu'il va suivre maintenant le traitement de sinusite pour être guéri. La sinusite se traite de façon naturelle, c'est-à-dire il y a des plantes qui ont des vertus d'antibiotiques que nous utilisons pour l'inhalation avec le coton puis et autres. Et il y a aussi certains nombres de produits en liquide ou en poudre qu'on remet aux patients et ils prennent pour être guéris. Remède de grand-mère ou recours aux plantes médicinales, les praticiens de la médecine moderne sont prudents. Pour eux, le seul traitement recommandé et efficace se fait dans les centres de santé sous le contrôle des spécialistes. Je ne pourrais pas porter de jugement sur ce que font les praticiens qui font quand même un travail énorme pour pouvoir soulager la population. La plupart du temps, les populations ont peur d'aller chez le médecin parce qu'ils estiment que lorsqu'ils vont aller à l'hôpital, il y a déjà le niveau socio-économique de la population qui les empêche souvent d'avoir l'audace de consulter le médecin. En Afrique, 80% de la population continue d'utiliser des médicaments traditionnels pour les soins primaires tels que le paludisme, le diabète ou la tension. Les nouvelles africaines et internationales. Alors que le coup d'envoi a été donné lundi pour le dépôt des candidatures aux législatives de mars prochain en Côte d'Ivoire, les deux tendances du FPI se sont rencontrées. Avant de parler de réunification effective, les deux camps amorcent un rapprochement pour s'assurer le plus de sièges possible dans le prochain hémicycle. Plusieurs personnes ont été tuées dimanche 3 janvier 2021 dans le centre du Mali. L'armée française affirmant ce mardi avoir frappé des dizaines de djihadistes, tandis que des villageois et une association locale parlaient de civils atteints par un appareil non identifié lors d'un mariage. Au Rwanda, je vous le disais en titre, face à une deuxième vague de contamination et à une hausse significative des décès, le gouvernement a reconduit mardi 5 janvier le couvre-feu à 20h pour 2 semaines et interdit les déplacements entre les différents districts du pays. À présent, le sport. Le sport, dans cette édition, l'Office béninois du sport scolaire et universitaire organise sous l'égide du ministère des Sports a bien sûr lancé une série de formations des jeunes arbitres de football dans 6 grandes villes du Bénin, à savoir Parakou, Natitengu, Boikon, Lokossa, Porto Novo et Abomey-Calavi. Cette formation qui vise à préparer la relève a démarré ce samedi 2 janvier 2021 à l'université d'Abomey-Calavi. Elle est le fruit d'une convention entre l'État béninois et la FIFA. Berlaminus Kakbovi, secrétaire général du ministère des Sports, nous parle du projet.
Non, ce programme fait partie intégrante du programme d'action du gouvernement sectoriel sport que nous essayons de mettre méthodiquement et rigoureusement en œuvre depuis le lancement du PAG en 2016. C'est un programme initié par M. Oswald Omeki, ministre des Sports, et mis en œuvre par les cadres du ministère, dont l'objectif vise à retourner le sport à la base, dont l'objectif vise la détection, la promotion et la formation de jeunes talents à la base. Vous savez, nous avions dit en 2016, en l'occurrence, M. le ministre Oswald Omeki a dit que nos résultats ne devraient plus être le fruit d'un hasard, mais plutôt la résultante d'un travail rigoureusement mis en place. Et donc, on a décidé de retourner le sport à la base et de travailler avec les jeunes pour que d'ici 5-10 ans, nous puissions avoir un fleuron sportif béninois. Et c'est ce que nous avons commencé à faire. Nous avons mis en place le programme des classes sportives et des associations sportives communales. Et aujourd'hui, nous avons décidé, vous savez, le sport, c'est tout un écosystème. Il n'y a pas que ceux qui jouent, il n'y a pas que ceux qui combattent, il n'y a pas que ceux qui courent. Il y a également des arbitres, il y a également des secouristes, il y a également des reporters sportifs. Et donc, nous avons initié le projet qu'on appelle le programme des jeunes officiels. Et dans ce programme, nous avons à cœur de détecter, de former et de promouvoir des jeunes secouristes, des jeunes arbitres, des jeunes reporters sportifs, des jeunes organisateurs d'événements sportifs. Et donc aujourd'hui, ce que vous avez vu n'est qu'un petit pan de ce programme qui est le programme des jeunes arbitres. Et nous avons, grâce à la coopération Bénin-FIFA, et je voudrais remercier le gouvernement du président Patrice Talon et les autorités de la FIFA, en l'occurrence le président Gianni Infantino, pour avoir accepté de faire du Bénin un cas d'école. Vous savez, c'est la première fois que la FIFA signe une convention avec un État. Et ça s'est porté sur le Bénin. La FIFA est impressionnée par les programmes que nous mettons en place au niveau du ministère des Sports et nous accompagne depuis quelques années. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Toutes nos excuses par rapport à l'appel du préfet. Mise en onde Gaëtan Akpasso. Présentation Aristide Setti. Mais avant de partir, retenez cette pensée de George Sand. Il n'y a qu'un seul bonheur dans la vie, c'est d'aimer et d'être aimé. Il n'y a qu'un seul bonheur dans la vie, c'est d'être aimé, c'est d'aimer et d'être aimé. Il n'y a qu'un seul bonheur dans la vie, c'est d'aimer et d'être aimé. On se retrouve à 13h30 pour l'émission Réaction à l'actualité.